Bonjour, aujourd'hui je vous présente Onil Duguay qui vient nous parler d'un document qui s'appelle « Regard croisé sur la pauvreté au masculin en Chaudière-Appalaches ». Bonjour Onil, ça va bien? Oui, bonjour. Tu viens nous parler de ce document, je te laisse parler. Merci. Moi je vais commencer à vous dire que je suis une personne en situation de pauvreté. Je fais partie du collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural. C'est nous qui avons produit ce document. Oui. Le but du recueil, c'est d'essayer de donner de l'espoir aux hommes vivant seuls dans la grande misère due à la pauvreté, ça peut leur faire vivre la solitude et l'isolement. Ce genre de situation que les hommes vivent, la solitude et l'isolement des personnes d'un certain âge en situation de pauvreté, c'est très peu parlé. Mais ça existe beaucoup plus que certaines personnes peuvent y penser. C'est vrai qu'on n'entend pas parler beaucoup, c'est très vrai. Ça existe beaucoup plus. Oui. Puis il n'y avait pas grande aide, c'est un peu mieux. Quand ton revenu ne te permet pas de couvrir tes moyens de base et que tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour manger la semaine prochaine, c'est très triste, très difficile, puis tu n'as même pas le moyen de te chercher de l'emploi, tu viens décourager. Oui, c'est sûr. Moi, je parle, dans certains de mes témoignages, je parle de ma période de misère noire, que j'appelle. Ce que tu nous dis, tu l'as vécu. Oui, c'est pour ça que je peux en parler. Ça fait que c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est pas des on-dit, là, c'est vrai, non, des choses vécues. C'est du concret, vous allez le voir, mon témoignage en page 12 du recueil. Puis je me levais écœuré, je me couchais écœuré, puis j'avais ce que j'appelle, il y avait des grands bouts de pas de bout. Tout ce que tu essaies, ça fonctionne pas, tu viens te décourager, c'est affreux. Le recueil, c'est aussi pour apporter des pistes de solutions pour les intervenants puis les élus municipaux qui veulent s'impliquer à aider les personnes en situation de pauvreté. Il y a aussi des ressources pour aider les personnes qui sont dans le besoin, dans le recueil. Il y a une liste de références pour mieux comprendre leur réalité. Aussi faire prendre connaissance à la population du problème et essayer d'éliminer les préjugés. Oui, ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Quand tu es une personne d'un certain âge, disons la cinquantaine, tu restes dans un milieu reculé, tu es sur le bien-être social. Tu peux pas, comme que je dis, tu es découragé, tu sais plus comment t'organiser, tu n'as pas d'aide en nulle part, parce qu'à cet âge-là, un homme seul, ça vaut pas grand-chose à la société. En tout cas, mais il y a cette opinion-là chez certaines personnes, c'est vrai. Puis là, ils disent, il ne travaille pas, c'est un sans-cœur, il est trop large pour travailler. Oui, c'est vrai. Puis pourtant, je dis que les personnes qui véhiculent ce genre de discours-là, je ne leur souhaite pas de vivre ça un jour. Oui. La recherche a été réalisée en 2018-2019. Il y a 2 chercheurs, c'est des professeurs d'université à l'UQAR, qui ont parcouru Chaudière-Appalaches pour interviewer 14 hommes dans 8 MRC. De Chaudière-Appalaches. OK. Ils ont parcouru 8 MRC. Il y a 10 hommes qui ont accepté de participer au recueil. On est dans le recueil. OK. Après, on a fait une rencontre à Québec, toute la gang ensemble, pour apporter des corrections à nos témoignages. Parce qu'ils ont fait un résumé de nos témoignages, mais là, il fallait que ça soit vraiment adopté à nous, parce que c'est ce qu'on dit qui est là-dedans, c'est pas ce que n'importe qui dit. Oui, pour être sûr que ce que vous avez dit était bien représenté. C'est ça. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressemblances dans nos témoignages, dans notre histoire. C'était beaucoup. Ça fait que c'est une belle représentation. Puis j'ai fait partie du comité de rédaction. Ça a été une très belle expérience avec les professeurs d'université. Moi, je ne suis pas encore qu'une grosse instruction. J'ai eu bien du plaisir. Bon, mais c'est intéressant. Puis il y a 2 professeurs à travail social qui ont travaillé à la mise en page, c'est Jean-Yves et Lorraine. Les chercheurs, là, c'est Georges et Guité. Je vais nommer leur nom. Il y a aussi le GRAP régional qui a participé au recrutement. Peux-tu nous dire ce que veut dire GRAP? Parce que moi, je me posais bien des questions, je ne savais pas ce que ça voulait dire. GRAP, ça veut dire Groupe Réflexion Action Pauvreté. OK. C'est une branche du collectif pour un Québec sans pauvreté. Ça existe partout au Québec, des GRAP régionales. C'est par... Puis il y a des GRAP locales. Comme nous autres, le GRAP régional de Chaudière-Appalaches, on couvre les 10 MRC de Chaudière-Appalaches. Ah, OK. Je fais partie aussi membre de ce GRAP-là, je suis représentant au provincial. OK. Pour la région Chaudière-Appalaches. Pour la région Chaudière-Appalaches. OK. Puis ici, à Thetford Mines, notre GRAP local, c'est la table de développement communautaire. OK. Le lancement a eu lieu le 10 novembre. Si vous voulez vous procurer des recueils, vous pouvez contacter à Émilie Champagne, à l'UQAR à Lévis, au
833-8800, poste 3325. Pour obtenir ce recueil-là. Des recueils, si des organismes en veulent, si des élus municipaux en veulent, si des personnes en situation de pauvreté qui trouvent ça intéressant, qui auraient le goût de le lire. OK. Puis on va se faire un plaisir de vous les poster. OK. Moi personnellement, j'en ai déjà posté à certaines personnes en situation de pauvreté dans les Appalaches. Bon, maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne sur le document comme tel, sur ton témoignage à toi. Un petit peu que je le trouve. En page 12. Oui, tu l'avais dit tantôt. C'est marqué « O'Neill, le champion du bénévolat ». Peux-tu nous expliquer un peu, même si c'est pas dans l'article, raconte-nous un peu ça. Ça va me faire plaisir. Je m'ai beaucoup promené du Nouveau-Brunswick à Montréal. Disons, à Montréal? C'est que j'ai vu sur le bien-être social, puis j'ai vu des périodes difficiles sur le bien-être social. J'ai été dans la boisson alcoolique pendant un bon bout de temps. Puis après ça, quand j'ai réussi à me sortir de ça, j'ai tombé dans les drogues douces. Je suis devenu dépendant des drogues douces. OK. Ça m'a donné beaucoup de misère. J'étais beaucoup jugé. C'est facile de juger quelqu'un qui vit ça, mais quand tu te lèves écœuré, tu te couches écœuré parce que tu ne sais pas comment tu vas manger, il y a des fois que tu as le goût de te geler pour oublier. Le mal de vivre, je l'ai connu. Le mal de vivre. Je l'ai connu. Tout le temps malheureux, pendant des années. C'est difficile. Comment tu as réussi à t'en sortir de ces problèmes de drogue et de boisson? J'ai fait ça par moi-même toute seule, mais je ne conseille pas à personne de suivre mon chemin non plus, parce qu'il y a de l'aide pour ça. Hein? Oui. Puis il y a des organismes. Aujourd'hui, mais tu ne l'as pas pris, toi? Non, moi je ne l'ai pas pris parce que moi, j'étais un gars qui avait besoin de... Je ne sais pas si j'en parle là-dedans, mon besoin de... En tout cas, c'est pas grave. Mon besoin de solitude. Ah, OK. À un moment donné, j'ai tout balancé pour m'en sortir parce que j'avais besoin de... Moi, j'avais besoin... Quand j'ai découvert que mon problème dans tout ça, en fait, bien souvent, c'était que j'avais le besoin de solitude, de liberté. De liberté. Mon besoin de liberté, mais à plein. Quand j'ai compris ça, puis j'ai travaillé là-dessus, j'ai commencé à pouvoir travailler pour m'en sortir. Mais pour m'en sortir, disons par exemple que je peux dire maintenant que je suis heureux, mais je vais vous dire pourquoi que je suis heureux. C'est parce que j'ai choisi de l'être. Oui. Puis mais j'ai travaillé pour ça, puis c'était un travail à tous les jours. C'est certain, ça. Je m'en ai... mais c'est ça, mais il y a toutes sortes de... différentes façons, les gens là-dedans parlent un peu de chacun de ça, mais ça se ressemble un peu. Oui, tu disais tout à l'heure qu'entre les différents témoignages, vous aviez quand même relevé beaucoup de ressemblances. Peux-tu en noter quelques-unes, donner quelques ressemblances que vous avez dénotées dans l'ensemble? Et la partie dépressive, je présume qu'elle est là un peu pour tout le monde? Oui, c'est officiel, c'est sûr et certain. Hein? Mais justement, le besoin de liberté, pour s'en sortir, de balancer la famille, puis tout, par exemple, pour ne plus être jugé, comme le mouton noir, le paresseux de la famille, puis l'accusé être accusé, puis dire « Quoi, si tu fais? T'as pas encore trouvé d'ouvrage? » C'est là, ou des choses... Ah, OK, des réflexions comme ça. Les préjugés, puis toute la kit. Ça fait qu'il y a des gens... qu'on est obligé de faire un peu comme moi, peut-être pas aussi radical comme moi, mais il y en a que oui, qu'on coupé complètement. Puis quand tu dis que tu t'en es sorti, quand t'as pris conscience du besoin de liberté que tu voulais avoir, c'est que tu voulais t'en sortir tout seul, mais tu voulais pas que ce soit d'autres qui te gèrent, c'est ça? Oui, moi j'ai tout le temps fait toute seule. Je m'ai sorti de mes bébés toute seule. J'ai jamais eu d'aide de mes bébés. J'ai jamais eu d'aide. J'ai jamais demandé. J'ai jamais eu de confident. OK. Dans la vie. Conseillerais-tu à quelqu'un qui vit des problèmes semblables de demander de l'aide? Oui. Oui, hein? Oui. Ça doit être plus facile. Facile. Peut-être pas, le mot est pas correct, là. Si tu veux, ça va sûrement être plus facile, selon moi. Si tu veux. OK. C'est des fois tu veux, mais tu peux pas. Oui. Puis tu peux pas parce que tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de façon, tu n'as pas de possibilité, tu n'as pas les moyens, tu n'as rien. Lorsqu'on demande l'aide, avec un peu ce qu'on met dans le recueil, il y a des pistes de réflexion, il y a des références, il y a des choses qui peuvent t'apporter à t'aider à t'en sortir. Oui, c'est ça. Il y a des références à la fin qui mentionnent qui aller consulter, il y a toujours différents organismes qui existent, dont en général, on n'est
pas tellement au courant. Quand tu es en région éloignée, t'es pas, je dirais que beaucoup de gens ne seront pas au courant du tout. C'est vrai, ça. Du tout. Il n'y a pas de possibilité de le savoir. Il n'y a pas de façon. Ça, c'est bon. Là. S'il y a des personnes en ce moment qui m'écoutent, qui est dans la misère comme que j'étais, puis qui est écœuré, ben, je leur conseillerais de se faire venir le recueil, puis de regarder ces références-là. Il y a sûrement quelque chose qui pourrait leur convenir pour les aider à s'en sortir. Je dis pas que vous allez vous en sortir comme ça demain. Non, c'est sûr. Mais il y a des avec de l'aide. Avec de l'aide, il y a des choses. Est-ce qu'on peut aller voir les différents organismes pour les mentionner? Est-ce que c'est... à la page 42 dans le document, on parle des ressources pour hommes. On parle de partage au masculin, d'entraide au masculin, de se parler d'homme à homme, de centre ex-équo. Moi, je connaissais seulement que j'ai déjà entendu nommer, se parler d'homme à homme. Les autres, je ne connaissais pas. Ça. Il y en a un peu plus qu'il n'avait, c'est pas... C'est des organismes qui ont un territoire ici. Là, je regarde partage au masculin, il y a Thetford. Se parler d'homme à homme, c'est aux Appalaches. Centre ex-équo, c'est Sainte-Marie, Saint-Romuald, Saint-Georges. Fait que c'est quand même assez rapproché. Les gens peuvent aller consulter. Il y a des adresses Internet, des numéros de téléphone. Pour chacun des organismes, une description un petit peu de ce qu'ils peuvent faire pour les individus. C'est ça. Puis en téléphonant à un organisme comme ça pour avoir de l'aide, ils vont peut-être vous référer à un organisme qu'on a près de chez vous qui peut faire le travail. Qui est peut-être plus approprié puis qu'on ne connaît pas non plus. Oui, selon. Je n'aimerais pas des organismes, mais selon, oui. Ça fait que, est-ce que tu es au courant s'il y a beaucoup de gens qui interviennent ou qui demandent de l'aide? C'est là qu'est le problème, que c'est pas connu aussi. C'est parce que nous autres, les hommes, là, on a été élevés, là, que tu broyes pas, t'es un homme, puis tu t'arrêtes, tu te lamentes pas, puis c'est ça. À 13 ans, tu te fais mal, tu broyes, la mauviette, arrête de broyer et fais un homme de toi. Oui, c'est vrai, ça. Bon. Avec cette mentalité-là, des gens de mon âge, puis plus jeunes que moi, ben, on n'en parle pas de ça. Faut pas parler de ça, c'est honteux. C'est honteux. Oui, c'est honteux, c'est tabou même. Tu n'arrives pas dans un party de famille, puis tu parles pas de ces choses-là. Tu sais, là, tu vas faire honte à la famille. C'est ça. Ben, c'est ça qui arrive, que c'est pas parler. Comme exemple, la détresse, la violence aux femmes, on en parle beaucoup, c'est très bien. Oui. Mais il y a de la violence aux hommes de la même façon dont on ne parle pas du tout. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui se font battre par leurs femmes, qui se font battre verbalement devant la visite même. Oui. Puis ça, on n'en parle pas, il ne faut pas en parler. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que les gens qui ont besoin, qui n'hésitent pas à consulter. Non, puis n'importe quel de ces organismes-là, si vous contactez ça par téléphone ou par Internet, ils vont vous référer à quelque part qui peut vous aider. Ils vont trouver quelque chose. Bon. Fait que c'est ça qui est important, que les gens ne se gênent pas parce qu'il y a des demander de l'aide. Parce qu'il y a des organismes qui vont même aller vous visiter chez vous si vous ne pouvez pas vous déplacer. Ah, c'est bien ça aussi. Il y a ça existe en Appalaches. Il y a plein de choses qu'on ignore, hein? C'est vrai. Oui, ça existe en Chaudière-Appalaches. Bon. Ça fait que c'est des choses qui sont intéressantes. On a des travailleurs de rue dans des municipalités. Ah oui? On en a 2 juste à Thetford Mines ici. Tu vois, je ne savais pas. Ben oui, qui se déplacent, qui vont chez les gens. Ah, tu vois, on connaît pas. Puis ça, autant pour les personnes jeunes que pour les personnes âgées. Là. Pensez pas que parce que vous avez 50 ans que les travailleurs de rue ne peuvent pas aller vous parler. Ah ouais. C'est pas juste pour les jeunes qui sont sur la rue. Là. On pense travailleurs de rue que c'est pour les jeunes qui sont sur la rue. C'est vrai, ça aussi. C'est ça. Mais, on a beaucoup de préjugés, hein? Oh, beaucoup. Beaucoup de préjugés sur tous les points de vue. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Puis j'espère que les gens qui ont besoin ne se gêneront pas de consulter, puis ne se gêneront pas de demander de l'aide, quitte à avoir ce document-là en main pour avoir les points de référence. Ça pourrait déjà être un début. Oui. Il faut commencer quelque part. Oui. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre récemment sorti de Caril Furry. Le titre, c'est LED. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Ça s'écrit L-E-D. Et c'est un mot russe qui veut dire glace. Fait que si je ne le prononce pas comme il faut, pardonnez-moi, je ne connais pas le russe. Ça fait que c'est pour ça. C'est un livre de 380 pages. L'auteur, Caril Furry, est né à Caen, en France. Sa grand-mère, institutrice, lui a donné le goût de la lecture. Et son prénom, c'est bizarre, mais vient du nom d'un condamné à mort, un des derniers, je pense, à passer sur la chaise électrique aux États-Unis, qui s'appelait Caryl Chessman. Lui, il n'est pas du tout américain, là, c'est Caril Furry. Et quand il était jeune, il a été expulsé de plusieurs écoles au point où il a terminé sa scolarité par correspondance. Et puis, son premier roman paraît en 1994 et il a écrit après ça différents polars. Et il y a une technique particulière. C'est un auteur qui fouille ses sujets. D'abord, ça se situe un petit peu partout. Il y en a en Afrique. Celui-là, c'est en Sibérie. Et il fait un premier voyage à l'endroit pour repérer un petit peu comment ça se passe. Après ça, il trouve de la documentation, des références, etc. Il retourne faire un deuxième voyage pour valider toutes les choses et situer comme il faut les endroits. Et ensuite, il commence à écrire. Et ça lui prend environ 4 ans pour écrire un roman. Et il se donne un horaire précis quand il écrit de 7 à 8 heures par jour. Chaque auteur est différent, mais lui, il procède comme ça. Ce livre-là, ça se passe dans une ville qui s'appelle Norilsk. Ça s'écrit N-O-R-I-L-S-K. Et puis, c'est une ville qui produit du nickel, du cuivre et du palladium. C'est une triste réputation, la ville la plus polluée au nord, la ville polaire la plus polluée. Bon, ça, c'est des faits véridiques. Le roman, c'est après un ouragan polaire, un ouragan arctique particulièrement violent. Il y a une bâtisse qui s'effondre et on retrouve un cadavre au sol, là, dans les ruines. Et ce cadavre-là est un éleveur de rennes, parce qu'il y a des tribus nomades dans ce coin-là qui élèvent des rennes et qui se promènent un petit peu partout. Et quand ça s'est produit, dans la bâtisse voisine, il y avait un jeune qui est mineur, qui est mineur parce qu'il travaille dans la mine, là, pas parce qu'il est en bas de 18 ans, et qui est allé prendre des photos. C'est sa passion. C'est un photographe amateur. Il est monté sur le toit de son immeuble pour prendre des photos. Mais l'ouragan était extrêmement violent. Il a eu même peur pour sa vie. Et quand on le retrouve, l'individu, l'éleveur de rennes, celui-là, il n'y avait pas d'affaires, dans le fond, dans la ville. On se demande comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là, parce que en faisant partie d'une tribu nomade, à l'époque où c'est arrivé, la tribu n'était pas dans le coin, là. Fait qu'il se pose plein de questions. Puis à l'autopsie, on découvre que ce n'est pas un accident à la suite de l'ouragan, mais que c'est un meurtre. Et le policier qui enquête s'appelle Boris. Il est originaire d'une ville un peu plus au sud, mais dans sa carrière, il s'est passé quelque chose de plus ou moins correct et il a été transféré dans la ville de Norilsk à 300 km de la ville où il était avant. Il n'est pas pâmé par son ouvrage, là, c'est pas quelque chose qu'il adore, mais il n'a pas le choix. Puis dans la ville de Norilsk, la population est en général jeune. Ils vont se rassembler le soir, des fois dans des bars, et ça sort beaucoup, mais ils sont aussi avec des opinions très arrêtées, là. Par exemple, dans l'histoire, il y a un couple d'homosexuels, mais ils ne doivent pas le dire parce que c'est la honte suprême, là, ça ne fonctionnera pas du tout là, pour eux autres. Et puis, il y a bien des choses qui sont cachées. La mine est possédée par des riches personnes qui exploitent énormément 10 millions de tonnes de nickel, de cuivre et de palladium, comme je l'ai dit tantôt, par année. Donc, ils se font de l'argent énormément sur le dos des mineurs et leur santé est vraiment compromise parce que la ville est extrêmement polluée. Ça fait qu'il y a beaucoup de difficultés pour les gens qui résident. On parle de plusieurs personnages. Il y a
une militante écologiste qui s'appelle Valentina, qui se trouve à être la cousine de l'épouse du policier. Donc, il y a des liens. Mais elle, on la retrouve à un moment donné morte, gelée, dans sa voiture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à presque à tous les jours, ben, en tout cas très fréquemment, on nous donne la température. Et entre autres, pas longtemps après l'ouragan dont on parlait au début, on nous mentionne des températures de moins 60. Puis quand ils arrivent au mois d'avril, là, il fait beaucoup, beaucoup moins froid. Il fait moins 20. Ça fait que vous voyez le genre, là, c'est froid, mais c'est aussi très sombre comme milieu. Je vous incite à le lire, c'est intéressant. Donc, je vous dis à la prochaine et je termine en vous disant que la lecture est une bouffée d'oxygène pour l'esprit. Merci, à la prochaine.